Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Okiatou Ampateba. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette conférence. Bonjour à tous les collègues qui sont présents avec nous aujourd'hui en ligne. Donc, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous pour cette conférence sur l'initiation en tant que pratique socioculturelle de transmission des savoirs endogènes en Afrique. Je voudrais commencer par vous présenter. Madame, vous êtes donc la directrice de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, qui a pour vocation de protéger, de conserver, mais également de promouvoir l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ. C'est une fondation qui est basée donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ, j'aurais rappelé que c'est un penseur, un écrivain, un intellectuel africain, qui est un passeur de savoir, pour utiliser une expression qui a souvent été évoquée pour traduire son œuvre. Son engagement a été d'acquérir le savoir des anciens, les savoirs endogènes, et de les transmettre aux autres. Donc, effectivement, cette vocation pour la transmission, et ce qui est également la vocation de votre fondation aujourd'hui à travers ces activités. Et nous aurons l'occasion d'en parler, je pense, dans la discussion aujourd'hui. Je voudrais rappeler qu'Amadou Hampâté-Bâ est né en 1900 dans ce qui est aujourd'hui le Mali, et qu'il s'est éteint en 1991 en Côte d'Ivoire. Il nous a légué une œuvre considérable avec des travaux de nature très différentes, une œuvre consacrée à la défense des traditions orales africaines, symbolisée par cette phrase devenue célèbre aujourd'hui. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et je voudrais rappeler que c'est une phrase qui avait été prononcée lors d'un discours au Conseil exécutif de l'UNESCO, dont il fut membre de 1962 à 1970. Donc, c'est précisément de passage du savoir endogène qui sera question dans votre présentation. Et alors que la COP 15 se poursuit actuellement à Montréal, le concept de savoir traditionnel tel qu'il fut défini par la Convention pour la diversité biologique est particulièrement d'actualité. Et donc, ça sera tout à fait intéressant de voir comment vous positionnez cette notion par rapport à l'expérience africaine. Donc, nous verrons avec vous comment la construction, la valorisation, la transmission des savoirs endogènes passe traditionnellement en Afrique par l'initiation, mais aussi comment, plutôt que de les opposer, il est possible d'articuler, voire d'associer savoirs endogènes et leur mode de transmission avec les dispositifs institutionnels que nous connaissons aujourd'hui, à la fois dans le cadre de l'éducation, mais aussi à travers les systèmes de formation des adultes. Donc, Madame, je vous passe la parole. Encore une fois, c'est un plaisir de vous accueillir. Et nous aurons après votre présentation un temps d'échange avec les collègues présents dans la salle, mais également avec les collègues qui sont connectés et qui pourront poser leurs questions dans le chat. Madame Hampâté-Bâ. Je vous remercie pour cette présentation et aussi de m'avoir convié à cet exercice de dialogue de culture, je dirais d'amitié, d'ouverture aux autres. Et en continuité de la célébration de l'anniversaire de l'UL, j'ai été conviée, et dans ce prolongement,
je suis encore parmi vous à Hambourg, l'Allemagne que je découvre pour la première fois. Et c'est un grand honneur pour moi et soyez remerciés. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement, qui ont pris de leur temps pour venir écouter, et aussi ceux qui sont en ligne, l'auditoire qui a bien voulu s'associer à cet exercice. Je ne peux pas ne pas remercier également la directrice exécutive de l'UNESCO, la directrice générale, Madame Audrey Azoulay, qui n'a de cesse d'entourer la fondation d'une maternité affective, consciente de l'importance et le legs d'Amadou Hampâté-Bâ à la postérité, et qui sert de sa notoriété pour servir de locomotive à la promotion de ses idéaux. Après ce préambule, je voudrais maintenant aborder le thème de ce jour, l'initiation comme pratique socio-culturelle de transmission des savoirs endogènes en Afrique. Voici une thématique qui donne quelques appréhensions. N'étant pas moi-même une initiée en tant que telle, en tant qu'une profane, donc néophyte, j'allais peut-être me dérober, mais j'ai eu la chance de vivre avec une personne qui, elle, était une personne initiée. Et par la magie de l'écriture dont il a pu être doté et de son enracinement dans les valeurs de sa civilisation, a été un témoin éloquent et a laissé des écrits. Par conséquent, j'ai pu recourir au manuscrit qu'il nous a laissé et je me suis sentie un peu plus confortable pour venir échanger avec vous. Donc, ce ne sera pas une conférence magistrale au terme de conférence, mais plutôt une causerie à l'africaine autour d'un concept. Alors, pour parler de l'initiation, en tant que telle, on ne verra pas l'initiation comme quelqu'un qui va vous donner l'initiation, mais simplement comme le support qui a permis à la transmission des savoirs dans la société africaine traditionnelle. Pour ce faire, il m'a semblé important d'essayer de vous dresser un bref aperçu sur ce qu'était cette société africaine traditionnelle. Alors, en Afrique traditionnelle, en Afrique, comme toutes les communautés humaines, ils ont érigé des valeurs, des normes qui structurent le fonctionnement. Et d'entrée de jeu, il faudrait que je vous dise qu'on ne peut pas parler des cultures africaines en général et rester dans le vrai. Parce que l'Afrique, qui est ce continent, a autant de cultures que de diversité géographique. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui s'adresse plus à l'Afrique occidentale, donc qu'on appelait le Bafour. Et dans cette Afrique-là, on peut voir trois zones. Donc, on a la forêt et le désert. Et entre les deux, ces bandes-là, on a la savane, et qui a été le terrain de beaucoup d'initiations, dont, c'est-à-dire le Soudan, dont le Mali était le centre. Ce dont je vais vous parler, comme je vous ai dit, c'est par rapport à l'expérience vécue, initiatique d'Amadou Hampâté-Bâ qui va nous accompagner tout au long de cette causerie. Donc, il faudrait dire que chaque peuplement d'Afrique, comme on le disait, a créé une culture traditionnelle propre à son génie, mais il y avait quelque chose de commun.
On y va. Donc, on avait les métiers. Il faut dire que les métiers n'étaient pas exercés pour gagner sa vie. C'était des fonctions sacrées, initiatiques. Et à travers ces métiers-là, c'était comme si on participait à la reproduction de la création. Et ces métiers-là étaient subdivisés en plusieurs catégories. On pouvait voir 9 types de métiers. Les forgerons, les maçons, les cordonniers, les tisserands, les chasseurs, les pasteurs, les bûcherons. Et on avait aussi les coulées qui étaient des réparateurs de calebasses. On avait aussi des pêcheurs. Et chaque corporation pouvait être composée de plusieurs sous-coopérations. Par exemple, les forgerons, on avait les forgerons des hauts fourneaux des fers noirs, les forgerons qui faisaient les bijoux, donc les joailliers, et ceux qui étaient des orpailleurs, qui faisaient des extractions qui étaient un peu plus difficiles. Bon, les maçons aussi, on avait différents types de maçons. Il y a ceux qui étaient potiers aussi. Donc, les tisserands, il y avait les tisserands en coton, les tisserands en laine, les chasseurs de gros gibier, d'autres des fauves. On avait les pêcheurs. Dans les pêcheurs, on avait les saumonons qui, eux, utilisaient des grands filets. Et puis, on avait les bozos qui, eux, pêchaient avec des nasses. Donc, même pour les pasteurs aussi, on avait ceux qui étaient spécialistes dans l'élevage des vaches, d'autres des moutons, d'autres des chèvres. Enfin. Et on avait aussi la confrérie des chasseurs. Donc, elle deviendra vite secrète. Donc, il y a 3 grades dans ça. On a aussi les chasseurs, apprentis chasseurs, les dosso. On a déjà les dosso massa plutôt, ceux qui étaient les véritables chasseurs, qui avaient beaucoup de secrets, les dosso qui étaient simplement chasseurs, et puis les apprentis dosso, les dossodés. Donc, le dossoya est un métier qui deviendra, qui donnera naissance à plusieurs sociétés secrètes par la suite. Donc, on peut y aller. On avait 3 corporations principales et ces 3 corporations s'attachaient à la terre. On peut revenir en arrière. Voilà. Donc, on avait la coopération des chasseurs, des éleveurs et les travailleurs de la terre. Alors, après cet aperçu de la société traditionnelle autour des métiers, on avait aussi des valeurs. Là, je ne l'ai pas inscrit ici. On avait des valeurs et c'était des valeurs qui étaient liées à la notion de la sacralité. Donc, par exemple, il y avait une conscience morale tellement développée qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Les normes qui étaient établies, les gens respectaient. Il y avait des valeurs de communauté, de solidarité, le sens de la famille élargi, parce qu'on disait que ton père et ta mère et tes frères sont les miens, et tes frères, ton père et ta mère sont aussi les miens. Donc, en Afrique, c'était cette vision-là. Donc, on était prêt à accepter également les lois qui régissaient les autres. Et donc, on avait un respect, le respect du minéral, du végétal, de l'animal. Par exemple, avant d'aller couper un arbre, on allait signifier à l'arbre pourquoi on le faisait et puis mettre quelque chose comme rachat. Donc, ce respect aussi, des valeurs qui structuraient l'Afrique traditionnelle, c'était aussi le droit d'aînesse. Il fallait accepter l'autorité de toute personne plus âgée que soi. On avait aussi la loi de la palabre, qui était un principe, une démarche consensuelle qui impliquait la décision du plus grand nombre dans les prises de décision. Voilà, tel était approximativement l'organisation de la société traditionnelle. Il y a beaucoup à dire, mais je ne peux pas seulement m'étendre, c'était déjà pour vous en donner un aperçu. Et donc maintenant, l'initiation. Donc, qu'est-ce qu'est l'initiation? Dans une société qui était structurée de la sorte, avant l'introduction
de facteurs exogènes, parce que quand on parle de savoir endogène ou de savoir traditionnel, c'est le legs millénaire que une société reçoit. Donc, ces legs millénaires-là étaient transmis à travers des supports et l'initiation était le support par lequel les connaissances étaient transmises. Donc, ça pourrait être le phénomène socio-culturel de dissémination des fondements culturels en Afrique avant l'introduction de l'école occidentale. Donc, comme tout mode d'enseignement, on avait les intervenants qui étaient les sachants, on avait les apprenants qui étaient les postulants à l'initiation et on avait un contenu didactique, l'enseignement qui était donné. Et ça n'avait pas, l'initiation n'avait pas des cursus et curricula systémiques et codifiés comme en Occident aujourd'hui, mais il y avait des cycles, il y avait des initiations mineures adaptées aux différents âges. Et donc, il y avait différents rites, bien sûr, les rites de passage à travers la circoncision, et qui étaient des initiations bien spécifiques. Et ensuite, l'initiation avait pour but de donner à la personne physique une conscience morale. C'est-à-dire, il fallait être dans le chemin initiatique, être à l'écoute de soi-même, de ses défauts, de ses qualités, pour pouvoir être bien introduit dans la société. Ensuite, c'était l'homme avec son environnement, ses semblables. Donc, il y avait tout un apprentissage pour la cohésion sociale et l'homme vis-à-vis de la spiritualité, parce que la vision africaine était une vision religieuse. Et l'initiation prend sa naissance dans les mythes de création, c'est-à-dire les cosmogonies, parce qu'avant l'introduction de l'islam ou du christianisme, il y avait des religions africaines qui étaient un des supports de l'initiation, enfin les bases de l'initiation, parce que il y avait une vision du monde qui était une vision religieuse. Et cette spiritualité, enfin ce Dieu que les Peuls appellent Guéno et les Bambara Mangala étaient haut placés et donc il fallait des intermédiaires pour pouvoir accéder à eux. Et donc il y avait beaucoup de rites initiatiques qui s'articulaient autour de ce Dieu. Voilà. Et donc, le champ de l'initiation était aussi nombreuse que les connaissances contenues dans les cultures africaines. Elles pouvaient être pharmaceutiques, les médecines psychosomatiques reposant sur le rythme et les nombres en analogie avec la respiration, les battements de cœur, les pulsations de la terre et les fluides. Elles s'attachaient aussi à la littérature, parce qu'on avait à l'histoire, aussi aux contes. Il y avait beaucoup de contes initiatiques et Amadou Ampateba nous donnera beaucoup de contes initiatiques, dont Kaïdara, ou la recherche de l'or, parce que c'est cet or-là qui symbolise la connaissance et elle est située au 11e niveau de la terre, c'est la zone aurifère. Et donc, c'est pour ça que dans l'initiation africaine, il y a 11 étapes. Il y a 11 étapes et à travers, par exemple, je vais vous donner l'exemple de Kaïdara, qui est un conte initiatique et qui peut être compris à plusieurs niveaux. Parce que instruire en amusant était un des moyens initiatiques de transmettre les connaissances. Et dans Kaïdara, c'est 3 néophytes, donc 3 apprenants, 3 élèves qui vont aller à la recherche de l'or. Et cet or-là, ça veut dire à la recherche de la connaissance pour devenir des initiés. Et ils vont, sur leur chemin, ils vont découvrir plusieurs symboles. Il y aura 11 symboles au total. Et ces 11 symboles-là correspondent à des étapes
d'initiation, qui sont symbolisés à des étapes d'initiation. Et ils vont entreprendre un voyage dans le monde souterrain. Le monde souterrain, c'est le monde des significations cachées. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de maîtres pour pouvoir comprendre les symboles, les déchiffrer et devenir maître par la suite. Et le premier symbole qu'ils vont rencontrer sera le caméléon. Et donc, le caméléon, Ampateba va nous développer toute une théorie autour du caméléon, qui est déjà un enseignement. Oui, parce que lorsque le caméléon arrive dans un endroit, il prend la couleur de l'endroit. Il dit, c'est le savoir-vivre, la tolérance, pouvoir s'adapter à son environnement. Et le caméléon, quand il pose un pied, il regarde si le pied posé ne s'enfonce pas, il envoie le deuxième. Ça veut dire la prudence dans la marche. Et quand le caméléon prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Ça veut dire d'avoir un objectif précis dans la vie et que rien ne détourne de cet objectif-là. Il ne tourne pas la tête, mais il tourne les yeux. Ça veut dire, informez-vous, vous n'êtes pas le seul existant de la Terre. Il y a toute une ambiance autour de vous. Et quand le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas là-dessus. Il envoie doucement sa langue. Si sa langue peut reprendre la proie, alors il la développe en entier pour pouvoir récupérer. Sinon, si la proie est dangereuse, il a toujours la ressource de garder sa langue. Et quand il se déplace, il accroche sa queue. Et parce que si les deux pieds posés s'enfoncent, il reste suspendu. Donc, ça veut dire assurer ses arrières. Donc, il dit que dans la vie, si on veut faire une durable, il faut être bon, il faut être patient, il faut être vivable. Rien que le caméléon nous apprend ces étapes-là. Mais à la suite, de son compte initiatique, tous les symboles qui vont avoir, les 3 néophytes, vont faire ce parcours-là, ils vont avoir les mêmes symboles. Mais c'est au retour que d'aucuns se perdront et un seul sortira victorieux. Ils vont recevoir la même dotation, c'est-à-dire le même chargement d'or. Et celui qui aura accepté de troquer son or contre un vieil homme en néant, qui va lui donner des conseils, des savoirs, est celui qui finalement va sortir victorieux. Et celui qui a accepté aussi, parce qu'il y avait des coutumes, des traditions qui étaient là, il fallait payer la dîme, qui va respecter ces cultures-là aussi, va sortir victorieux. Il a essayé de partager ses connaissances avec les autres, qui n'ont pas voulu. Et entre autres connaissances, le vieil homme va dire, pour un chargement d'or qu'il lui a donné, il a dit que le soupçon ne te fasse pas agir. Il ne faut pas agir par soupçon. Et lui, de retour de son initiation qui avait duré 21 ans, il a voulu surprendre sa femme nuitamment. Et puis donc, il va, il observe, et il voit un jeune homme couché à côté de sa femme. Et le premier réflexe, c'était de prendre une lance et de venir le poignarder. Mais le conseil du vieil homme lui disant que le soupçon ne te fasse pas agir, il s'est retenu. Et le matin, il est venu et c'est son fils qui avait grandi. Et donc, pour dire que tout ça, c'est des valeurs importantes. Et Amadi, qui était celui qui sortira vainqueur de cette étape initiatique, va être au pouvoir. Et quand il va être au pouvoir, il devient un grand roi. Et il y a un mendiant qui vient pour demander à le voir. Et il était tellement mal habillé que les gardes et autres ont commencé à le repousser. Il a dit non, laissez-le venir à moi pour qu'il me dise ce qu'il a envie. Et alors, cet homme-là, ben, c'était le vieil homme à qui il avait donné des chargements d'or, qui après lui a dit que tu n'avais plus rien à me donner, donc je n'ai plus rien à t'apprendre, qui est venu lui donner les autres clés, les symboles qu'il voulait savoir pour pouvoir s'enrichir. Et donc, et avec toute cette sagesse-là, Amadi a pu diriger avec sagesse. Donc, quand la sagesse se met au service du pouvoir, ça envoie vers l'élévation. Et quand la sagesse, il n'y a pas la sagesse,
ça envoie dans l'abîme le feu et le sang, comme on l'assiste bien tristement. Donc, ça, c'était un exemple pour dire un peu la richesse de ce que les savoirs endogènes africains contenaient. Next. Alors, ces savoirs initiatiques qui étaient là étaient transmis parce que l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, n'était pas dotée d'écriture. Mais là, encore, je reviens à Madame Pateba qui disait que l'écriture est une chose et le savoir est une autre chose. Et que l'écriture est la photographie du savoir, mais n'est pas le savoir. Et donc, il disait qu'il est issu du pays des savants illettrés. Ils avaient cette sagesse-là, mais ils ne pouvaient pas l'écrire. Et donc, ces enseignements, cet enseignement colossal était transmis par le biais de l'oralité. Et cet enseignement, comme on a dit, qui était transmis à travers des millénaires, va connaître une grande rupture à la lumière de facteurs exogènes. On va avoir d'abord des influences orientales qui vont arriver et ces expériences orientales vont se faire pacifiquement et ensuite on aura les influences islamiques, d'islamisation qui va venir et qui va être douce au départ, mais après, qui va, en gagnant du terrain, qui va vouloir s'imposer. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle la colonisation occidentale qui va venir et cette fois, qui va balayer un peu les autres et il y aura une concurrence. Les croisades étant finies, il y aura une guerre froide entre le christianisme et l'islam qui vont essayer d'étendre leur influence les uns des autres, mais tout cela s'est fait au détriment de la culture endogène africaine. Parce que, et ceux qui étaient partis un peu en Arabie, par exemple, qui ont pu se détacher pour aller chercher des savoirs, ont essayé d'adopter le mode de vie aussi arabisant et qui se faisait toujours au détriment aussi de la culture africaine. Et donc, je vais vous parler un peu du système de la colonisation. Alors, ça, je le tire de ce document-là, et une allocution qu'Amadou Hampâté-Bâ a faite pour ouvrir le séminaire au Dahomey, culture traditionnelle et transformation sociale. Et là-dedans, il y a beaucoup d'informations qui ont été données. Donc, l'Afrique sera entre deux forces, chacune voulant conquérir pour en faire son objet docile, sa mine d'exploitation, son champ d'expérience. Chacune œuvrera afin que les Africains se convainquent de leur infériorité et aient un mépris pour leur État au point de préférer d'être des sujets aux maîtres étrangers qu'à leur propre liberté et leur épanouissement par eux-mêmes. La colonisation européenne en action ne rencontrera pas de résistance en tant que telle de la part des Africains. Donc, les Portugais vont ouvrir des voies aux grandes compagnies commerciales, l'or du Bourré, les plumes d'Autriche, les aigrettes, les mines de sel, les défenses d'éléphants, les peaux de fauve et surtout le bétail humain bon marché constituèrent l'apport qui attirera l'Européen et le conduira au cœur du Bafour. La création d'un empire colonial par le cardinal Richelieu Golbert sera un terrain
programmé par le général Faidherbe avec cette précision mathématique qui caractérise son esprit polytechnicien. Des origines à la découverte de l'Afrique par les Européens en 1617. En 1617, les Européens vont venir pour occuper l'île de Gorée. C'est à ce moment-là que le mythe de l'homme blanc va commencer à s'effritrer. Parce qu'au départ, les Africains considéraient que les Européens étaient des génies, des fils de l'eau qui sortaient et puis qui venaient de pour apporter des choses et d'autres aux Africains. Et quand ils vont commencer à s'installer à partir de 1617, ce mythe va commencer à s'effritrer. Mais ceux qui sont restés, qui n'étaient pas au bord des côtes, vont continuer de garder ce mythe de l'homme blanc. Et c'est à partir de 1914, lors de la Première Guerre mondiale, que ce mythe aussi va davantage s'effritrer, où les Africains vont pouvoir se rendre en Europe et voir qu'il y avait des Européens qui étaient aussi dans des difficultés, qu'il y avait des clochards, qu'il y avait d'autres genres de personnes, et ils vont commencer à avoir des épouses, des compagnes européennes. Donc, ce mythe va commencer à s'effritrer quelque peu. Donc, il faut voir qu'il y a eu 3 grandes périodes dans la colonisation. De 1848 à 1892, c'était la conquête. À partir de 1893, l'administration militaire. De 1905 à 1958, l'administration coloniale. Et c'est à l'installation de l'administration coloniale que les initiations vont vraiment prendre un grand coup, parce qu'il y aura maintenant l'introduction de l'école occidentale. Avant cela, l'initiation continuait. Donc, la politique française acheva de bouleverser la structure sociale. Le commerce européen se développera. Donc, les hauts fonctionnaires furent à la merci des chambres de commerce de Marseille et de Bordeaux. Tout était réquisitionné, les boys, les cuisiniers, les femmes à plaisir, les manœuvres, porteurs pour les transports de marchandises destinés aux industries. Toutes les corvées ne laissaient aucun temps, aucun loisir convenable pour les cycles initiatiques. D'ailleurs, les maîtres des centres étaient poursuivis des fois pour exercice illégal de la médecine. Et donc, l'initiation a dû se réfugier dans la brousse. Et ce qu'il y a, c'est que les nègres, les Africains, surtout des grandes villes, ont fini par perdre confiance en eux-mêmes et ils n'ont commencé à avoir qu'une idée, s'européaniser et encore s'européaniser. Et donc, l'école française, qui avait un programme conçu pour les autochtones, qu'on appelait dispenser une instruction, c'était l'école des indigènes. Donc, ça a ouvert encore des horizons, des esprits des sujets français qu'ils étaient tous pour acquérir le statut d'être citoyen français. Et donc, maintenant, la question qui se pose, on a eu les indépendances. Et est-ce que les Africains, avec cette indépendance, ont redonné la place au savoir endogène qui leur avait été enlevé par la colonisation et les autres facteurs exogènes? Ils se rendent compte qu'aucun pays, tant dans la politique que dans la structuration, ne part vraiment sur la base de sa culture. Donc, dans les assemblées nationales, c'est la même clochette, c'est la même mimique que les Occidentaux, c'est les mêmes tenues. Et
c'est le même fanion, le même tapis rouge. Et donc, on se pose la question, pour garder nos spécificités, il convient que les Africains se réafricanisent. C'est qu'ils essaient de connaître leurs valeurs africaines, parce qu'ils seront toujours ceux qui sont, ils ne sauront pas être d'autres. Et comme on le dit, le morceau de bois a beau séjourner dans l'eau, il flottera, mais il ne deviendra jamais un caïman. Donc, il faut d'abord qu'elle essaie de reconnaître la culture. Reconnaître la culture, recourir à son passé ne veut pas dire que ce passé soit stagnant. Ce qui stagne est appelé à pourrir. C'est pas que l'Afrique soit un musée ouvert, un grand musée statique. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de faire un tri des valeurs positives qui doivent demeurer, notamment l'humanisme africain, le socialisme africain, mais qui n'est pas le socialisme russe. On n'a pas à importer des courants de pensée qui sont peut-être indigènes et malpropres pour notre mentalité. On a déjà tant à notre proximité. Donc, on ressemble un peu à ceux qui sont assis sur une caisse d'or et qui tendent la main pour demander 5 francs et qui essaient d'importer des choses qui ne leur apportera pas forcément quelque chose. L'anecdote en Pateba nous apprend que pendant l'option du socialisme par le président Modibo Keïta, il y a un jeune homme qui l'appréhende et qui lui dit « Salut camarade ». Il lui dit « Mais moi, je ne suis pas ton camarade. Je suis le camarade de ton père. » Il dit « Dormir dans la même enceinte ne fait pas que un père et le fils ont le même âge. » Et déjà, c'est ce qui est un peu déplorable et le défi qui se pose aux Africains aujourd'hui, c'est de se réafricaniser, mais sans xénophobie. Donc, on peut être enraciné dans sa culture, mais s'ouvrir aux apports fécondants, aux apports extérieurs des autres. Parce que Amadou Pateba, qui a été à l'école africaine, qui est un initié avant d'avoir eu la langue française, l'éducation française, dont il était fier, s'est servi de cette matière-là pour mieux élaborer la sienne et de se faire connaître à travers le monde. Parce qu'il dit, s'il n'avait pas eu cet héritage européen, avec lui, avec sa mort, toutes ces connaissances qu'il avait sur son Afrique allaient partir. Donc, le défi aujourd'hui, c'est de faire cette conjugaison harmonieuse entre ce que nous étions dans le positif, parce que la tradition, les savoirs endogènes avaient elles aussi leur tare. On ne dit pas que c'est un monde idyllique, mais il y a beaucoup de positivité qu'on doit aussi garder. Donc, next. Donc, aujourd'hui, il est important, dans un contexte de la mondialisation, que nous puissions garder nos spécificités culturelles pour que nous soyons nous-mêmes et non une parodie ridicule des autres. Et donc, pour ce faire, il faut créer un langage intelligible afin de mettre cette culture à la portée du plus grand nombre. Essayer de voir tout ce qui était complètement fermé, qu'on puisse l'ouvrir. Et donc, le défi et mon souhait avec l'UIL qui s'y emploie déjà et qui avait été le souhait dans Pateba aussi, serait de faire un inventaire de tout ce qu'il y a de positif et puis de voir de groupes de spécialistes dans les différents domaines que l'Afrique comptait, parce qu'il y a encore la grande masse qui est rurale, qui est restée près de ses valeurs, et une poignée d'élites, mais que
ces gens qui sont des spécialistes puissent avoir des spécialistes correspondants européens ou d'autres cultures qui viennent faire la jonction, de pouvoir rendre accessible, de permettre une meilleure connaissance et appréciation de ces valeurs culturelles qui ne sont pas seulement folkloriques, exotiques, mais qu'il y a une philosophie profonde qui peut nourrir la pensée humaine de manière générale. On a à apprendre des Occidentaux, mais on a à leur apporter aussi, parce que la vie est une école successive d'apprentissage des uns par les autres, et c'est comme ça qu'on peut s'enrichir mutuellement. Et pour ce faire, ça passe aussi par la promotion de nos langues, parce que le langue est le support de la culture, donc il est nécessaire que ces langues africaines aussi soient écrites, parce qu'il y a des idiomes qui sont très belles, et donc pour pouvoir se rapprocher de cette masse et combler ces déficits. Next. Donc, conclusion, la société africaine endogène était une société structurée, organisée, qui a érigé des normes, des valeurs qui étaient respectées et suivies. Et l'initiation qui était le processus à travers les connaissances qui étaient transmises, a joué son rôle entier, a donné des citoyens, des personnages avec des consciences morales développées, parce que en Afrique traditionnelle, on ne peut pas, par exemple, manquer à une parole donnée. La parole était sacrée, il y avait cette notion de sacralité. Et donc, on n'avait pas besoin de faire la police, avoir 10 000 gendarmes. Quand on met quelque chose avec un pinceau de bouteille et une flèche pour dire que c'est un interdit, ben, chacun respectait cet interdit-là. Et donc, l'éleveur savait à quel moment il fallait aller paître pour ne pas aller piétiner dans le champ de l'agriculteur, etc. Les choses étaient quand même bien structurées, mais aujourd'hui, on voit qu'on perd toutes ces valeurs-là et c'est dommage. Donc, cette harmonie qui était là, cet équilibre qui était suivi dans cette vision du monde, aujourd'hui, on ne l'a plus. Et donc, on voit qu'il y a ce mal-être qui persiste, qui est là. Les gens ne savent pas s'identifier, n'ont pas de repères. Et donc, ça pousse à des actes socialement, moralement répréhensibles. Il y a une mauvaise compréhension. On voit des extrémismes partout et qui, pour moi, les armes matérielles ne peuvent pas détruire cela. Il faut ce supplément d'âme qu'on peut trouver dans les initiations pour pouvoir participer à un monde de paix et donc se connaître soi-même, être bien avec les autres est la base essentielle. Sinon, on peut exister sans être. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour ce propos, je dirais, empreint d'humanisme qui nous a montré également et rappelé le caractère, je dirais, éminemment actuel de la pensée et de l'œuvre d'Amadou Hampâté-Bâ. Peut-être, je voudrais souligner quelques points. Bon, d'abord, je dirais le plaidoyer que vous nous avez prononcé pour une réhabilitation des savoirs endogènes, qui est tout à fait d'actualité. Bon, je parlais tout à l'heure des discussions qui ont lieu actuellement à la COP 15 à Montréal, qui traite également de l'importance des savoirs traditionnels. Ce principe que vous avez rappelé, la nécessité de s'enraciner dans sa culture tout en s'ouvrant à la culture du reste du monde, à la culture des autres. C'est ce principe d'humanisme qui est également au cœur de ce que l'UNESCO essaie de promouvoir à travers le concept de citoyenneté mondiale et d'éducation à la citoyenneté mondiale. Vous avez rappelé également qu'il ne faut pas
tout en célébrant les savoirs endogènes et traditionnels, ne pas sombrer non plus dans une espèce de romantisme par rapport à la tradition, rappeler que tout n'est pas bon dans les traditions. Donc ça, c'est également quelque chose qu'il faut souligner. Et puis l'importance des langues nationales qui sont porteuses également pas seulement des traditions orales, mais également des valeurs fondamentales que vous avez évoquées. Bon, c'est également l'un des thèmes sur lesquels travaille l'Institut, notamment à travers l'initiative Rama, sur justement l'identification, la reconnaissance, la valorisation, la mesure des savoirs à travers les compétences, y compris les compétences liées au savoir endogène. Donc, ce sont des éléments très importants que vous avez soulignés. Je voudrais peut-être également souligner un point que vous avez évoqué sur l'importance dans les traditions africaines de la famille élargie. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons aussi à l'Institut à travers le programme sur ce que nous appelons l'apprentissage, disons, familial intergénérationnel, qui montre effectivement comment la transmission des valeurs et des savoirs passe également par ce processus au sein de la famille. Alors, la famille entendu au sens large, et puis l'importance à travers ces processus de la relation ou des relations aux autres, mais également en relation aux vivants d'une façon plus large et relation à son environnement. C'est quelque chose également qui est maintenant reconnu comme un principe fondamental pour promouvoir le développement durable, et c'est quelque chose qui est déjà très présent donc dans ces principes de transmission traditionnelle à travers l'initiation telle que vous nous les avez présentés. Voilà, je vais maintenant ouvrir la discussion pour des échanges, des commentaires, des questions, que ce soit donc ici dans cette salle, mais également avec l'ensemble des participants qui sont avec nous en ligne. Voilà une collègue de l'UIL qui travaille justement sur les questions d'apprentissage intergénérationnel. Thank you so much for this interesting topic. It's really great to hear that traditional knowledge and values, how it contributed to, the creating your identity and preserving the great things about your culture. And I would like to ask maybe know what your opinions about formal schoolings. As we all know, formal schooling could sometimes with best intentions to distance people from their own value and culture. So I would like to hear from you maybe in African context on what has been done or what has been doing so that formal schooling could contribute to the preservation of your indigenous knowledge and creating your own identity. Just want to know more about this. Thank you. Je vous remercie pour votre question. Donc, si je comprends bien ce que l'école pourrait faire pour que les Africains se réapproprient mieux leur histoire. Mais déjà, je pense que l'école a
un rôle à jouer, mais en produisant de plus en plus, je pense qu'il y a une conscience, mais il faut que ça se généralise déjà, des programmes de contenu africain, déjà connaître les valeurs traditionnelles, comme on disait, de s'appliquer à identifier. Donc, on a des penseurs qui sont là, qui ont fait ce travail-là déjà pour nous. Il ne s'agit pas de tout réinventer, de faire découvrir davantage ces connaisseurs-là. Mais déjà au niveau, par exemple, de la Côte d'Ivoire, il y a pas mal d'écrivains africains qui sont au programme, qui sont étudiés. Mais je pense que à la base, c'est important aussi. Donc, dès le jeune âge, parce que là, l'esprit est encore ouvert, frais, comme un couscoussier, de pouvoir, dans l'enseignement de base, mettre plus de contenu sur les histoires africaines. Mais pour ma part, à côté de l'école, ça commence aussi au niveau des familles. On pourrait commencer au niveau des familles, commencer à parler plus la langue avec les enfants et faire des activités. Moi, de mon côté, c'est une des raisons d'être de la fondation. C'est justement de continuer l'œuvre de transmission que les devanciers avaient commencé, que Amadou Hampâté-Bâ a pu recueillir et qui nous a laissé grâce au support de l'écriture, parce que il y avait des grands sages aussi en Afrique comme Amadou Hampâté-Bâ avant lui, mais qui, parce qu'il n'y avait pas eu cette colonisation-là, donc qui n'avaient pas pu écrire. Et étant donné du fait de la colonisation, il faut dire aussi que ceux qui sont partis à l'école occidentale considéraient les vieux comme dépassés, donc ne venaient plus à leur écoute. Et donc les vieux, quand ils n'étaient pas bien traités, parce que les vieux, comme on le dit, sont des remèdes poison, ils peuvent soigner ou tuer selon la manière dont on les prend. Et donc, ces contenus-là ont disparu, mais fort heureusement, on a une bonne masse de contenus qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut s'employer à pouvoir les mettre à la disposition des autres aussi pour que la chaîne de transmission ne disparaisse pas. Donc, au niveau de la fondation, en accompagnement des jeunes enfants, donc on fait des programmes avec les établissements où on organise des ateliers sur les contes. Parce qu'Hampâté-Bâ nous dit que la connaissance africaine est contenue dans les contes. Ce sont nos livres. Donc, il se définissait lui-même comme étant un conteur. Et comme on a dit tout à l'heure, les conteurs étaient ce que sont les professeurs pour la société, parce que c'est eux qui avaient la connaissance. Et cette connaissance africaine aussi était une connaissance globale. Le même conteur était aussi bien en histoire, en géographie, en pharmacopée. Il fallait faire connaître tout ça. Et donc, pour que les jeunes Africains arrivent à se connaître, il y a ce travail, cette moisson qui est là, qu'on peut mettre à disposition, mais continuer encore la cueillette, parce qu'il y a d'autres sachants qui sont encore là. Donc, on essaie de ressourcer les jeunes âmes dans les hauts faits de guerre, qui connaissent les grands héros qui ont marqué l'histoire, et même des figures emblématiques des femmes aussi, des grandes femmes, des grandes Amazones qui ont marqué l'histoire, qui connaissent mieux leur histoire. Donc, je pense que ça peut être des pistes pour essayer d'enraciner davantage les jeunes dans une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Merci, on a le temps pour une dernière question.
Lisa? Thank you. I fully agree, understand you need in the schools the local culture. But you mentioned you go to institutions. I would be interested, what's the role of churches? You mentioned the family, but do you go to libraries or museums, or is it more village centers? What kind of institutions do you visit? Donc, à part votre collaboration avec les établissements scolaires, quelles autres institutions culturelles contacter pour diffuser en fait voilà, cet héritage des institutions religieuses, des bibliothèques, des musées, des centres de formation pour adultes? Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres institutions? Ou est-ce que vous travaillez uniquement avec les écoles? Je pense que de plus en plus, les Africains ont commencé ce travail-là, chacun à son niveau un peu, parce que justement, par exemple, dans les différentes religions, par exemple, dans les églises, ils ont commencé à ne pas importer seulement, même s'il y a la base qui est là, mais de donner un caractère africain aux différentes activités. Les chants seront en langue locale, avec des tam-tams. Donc, eux, à leur niveau, ils essaient aussi. Dans les musées, il y a beaucoup de contenu africain et les musées organisent eux-mêmes des visites avec des établissements aussi pour voir les différentes réalisations. On a des bibliothèques nationales aussi qui sont là, qui donnent un peu de contenu, mais je suis d'accord avec vous que ce serait bien que toutes les institutions que nous constituons puissions nous donner la main, établir des passerelles pour renforcer peut-être des programmes qu'on pourrait faire. Pour le moment, je travaille beaucoup avec les établissements. Je vais aussi autour des jeunes qui ont des activités dans le cadre de la promotion de la culture africaine, qui sont aussi bien dans la mode, dans le slam, dans l'écriture, en tout cas toutes les différentes formes d'art, dans le théâtre, dans la danse contemporaine. Et donc, on accompagne tous ceux-là qui veulent vraiment affirmer leur identité plurielle. Alors, on va encore prendre une question du Vietnam. C'est intéressant de voir aussi comment ce que vous avez dit sur l'Afrique peut être, disons, faire écho à dans d'autres contextes. Un collègue du Vietnam qui fait état que souvent les savoirs endogènes ont été abîmés par la période coloniale ou se sont en partie perdus. Comment en fait, voilà, faire face à cette perte finalement de connaissances? Effectivement, il y a une bonne quantité de connaissances qui ont été perdues, comme on a expliqué tout à l'heure, avec différents facteurs, parce que là déjà, les maîtres initiatiques étaient là, mais il n'y avait plus d'apprenants et il y a des connaissances qui ont été détruites même, des objets rituels qu'on considérait comme qui ont été détruits. Ceux-là, on ne peut plus les avoir et je pense que le manque d'écriture aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, et Monsieur David rappelait à juste titre que Mpateba disait qu'en Afrique, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle parce qu'il y avait ces savoirs-là qui étaient là, c'était dans leur cerveau, mais ils partaient avec ça sans avoir eu la chance de le donner. Et c'est ce qu'on dit chez nous, que il n'est pas regrettable de mourir, mais il est regrettable de mourir enceinte, c'est-à-dire sans pouvoir donner ce qu'on avait. Donc, je pense que c'est difficile de pouvoir
avoir ce qu'on a perdu, mais déjà, on a une masse importante dont nous sommes dépositaires. Nous, au niveau de la Fondation, on a 75 années de recherche, des inédits, des archives importantes, des textes de conférences comme ça. On en a plus de 400 à 500. Donc, il y a vraiment de la matière. Donc, c'est d'établir des passerelles entre différentes structures et essayer de rendre accessible pour que le plus grand nombre puisse y avoir accès au contenu. Merci. Puis je voudrais souligner justement toute l'importance du travail que vous réalisez à travers la Fondation, justement pour conserver, protéger, diffuser ce patrimoine. Et ce qui est tout à fait souhaitable, c'est que d'autres organisations, d'autres initiatives du même type, dans d'autres contextes, puissent faire ce travail d'identification, de recensement, d'accumulation, de protection et de diffusion de ces savoirs endogènes ou traditionnels. Peut-être pour terminer, une dernière question à propos de cette notion de famille élargie, donc de structure familiale, disons, traditionnelle dans beaucoup de pays africains. Est-ce que vous pouvez revenir sur, disons, l'actualité de cette notion avec l'évolution des sociétés, l'urbanisation? Comment peut-on toujours s'appuyer finalement sur cette famille élargie pour, comme vecteur, disons, de transmission des savoirs? Donc, au départ, l'homme vivait de manière isolée, comme dans toutes les communautés. Et pour une question de survie, il s'est installé avec une compagne. En Afrique, c'était ça ou ces femmes. Et ça a été l'origine de la famille qu'on appelle en Bambara Dou. Et ensuite, plusieurs familles se sont mises ensemble pour créer ce qu'on appelait le Bonda. Et dans le Bonda, plusieurs familles se sont mises ensemble. Après, on avait le Faso, la maison paternelle, et on avait le Basso, qui était la maison maternelle. Et le Faso, c'était le lien de la compétition, de la concurrence. Et le Basso, qui est le lien de lait, était celui de la pitié. Et les éléments du Faso prenaient épouse dans le Basso. Donc, ça a eu pour conséquence de créer le cousinage, la parenté plaisante. Et cette parenté plaisante-là, qui va devenir le Sanankuya, est un mécanisme endogène de prévention et de résolution des conflits. Parce que nul ne pouvait réduire son Sinanku en esclavage et il pouvait lui dire tout ce qu'il voulait sans que cela porte à conséquence. Et donc, il y avait une notion de paix, même quand quelqu'un est fâché et quand c'est son cousin à plaisanterie, quand il vient, la crise se désamorce. Et donc, il y avait cette notion de famille, mais de famille élargie qui était à cette origine-là. Et c'est toujours cette conception en Afrique où il y a le sens vraiment de la communauté, du partage. Moi, je sais que j'ai grandi dans une famille où il y avait 21 enfants et il y en avait autant de cousins, mais on n'avait pas de chambre à nous et tout le monde avait les mêmes droits. Et le soir, personne ne dormait jamais à la même place. Et on ne pouvait pas dire que toi, tu es la fille d'eux, tu as ce privilège-là par rapport à d'autres. Et donc, moi, j'ai vécu dans cette famille élargie où on mangeait dans le même bol et ça créait des liens sociaux très, 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 très forts. Et je pense que c'est le sens de la communauté opposé à l'individualisme. Et donc, cette famille-là aussi, ça devient une famille plus élargie, comme je suis avec vous aujourd'hui, d'autres nouveaux amis. Et ça revient aussi à un pays, à un continent, et pour s'étendre à la race humaine, à notre espèce, notre condition d'humain, et en harmonie avec les autres créatures de la Terre. Merci, Madame Ampatéban. On va terminer sur cette belle image
humaniste. J'ai omis de dire en vous présentant que vous êtes aussi la fille d'Amadou Hampâté-Bâ. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à Hambourg. Je remercie aussi l'ensemble des collègues qui sont avec nous et puis tous les participants dans différentes régions du monde qui sont connectés. Et nous allons réfléchir ensemble aussi comment l'Institut pourra participer à la valorisation, à la diffusion du fonds que vous avez protégé, que vous diffusez également à travers l'œuvre de la Fondation. Merci beaucoup. Merci.